Guten Morgen, herzlich willkommen zur EHB-Tagung 2022. Begrüßen Sie die EHB-Direktorin Barbara Fontanella, Adrian Wüthrich. La durabilité est omniprésente et nous sommes de plus en plus conscients du fait que nous devons reconsidérer la manière dont nous gérons les ressources et emprunter de nouvelles voies. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à l'occasion de la journée sur les compétences durables, Sustainable Skills, organisée par la Haute École fédérale en formation professionnelle. Cette journée aborde un sujet qui préoccupera de manière intense la formation professionnelle et l'HEFP avec elle aujourd'hui et dans les années à venir. Le développement durable est un objectif central de la société en Suisse comme à l'échelle internationale. Ensemble, la durabilité comme une dimension directrice de la formation professionnelle, en mettant en lumière les différentes facettes de la durabilité. Ce serait en effet trop restrictif de limiter la durabilité à la seule dimension écologique. Le progrès économique doit se faire dans le respect de la protection de l'environnement et en embrassant une vision globale de la justice sociale. De mon côté aussi, une très cordiale bienvenue. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui à notre colloque l'ambassadeur d'Indonésie, M. Muliman Haddad, l'ambassadeur de Cambodge, M. Sokran An, l'ambassadeur de Géorgie, M. Revac Lominadze, l'ambassadrice de Pologne, Mme Iwona Kozłowska, et l'ambassadeur d'Égypte, Emmanuel Mbassunet-Gab. Nous rejoindrons par la suite Madame la conseillère des États du canton de Vaud, Madame Adèle Torrent-Gouma. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux représentantes et représentants du partenariat de la formation professionnelle et une très cordiale bienvenue aux collaboratrices et collaborateurs de la Haute École fédérale de la formation professionnelle. C'est la première fois depuis que je suis président de cet établissement que je vois tant de collaboratrices ici réunis. Cette journée sera entièrement consacrée à la durabilité. Si nous voulons réussir à préserver de bonnes bases de vie pour les générations à venir, nous devons reconsidérer notre style de vie. Dans ce contexte, la formation a un rôle central à jouer, car c'est par la formation que se transmettent les connaissances sur un mode de vie durable. Et c'est elle qui nous apprend comment faire pour vivre la durabilité également dans la vie professionnelle de tous les jours. En tant que Haute École pour la formation professionnelle, et je le redis volontiers en tant que Haute École pour la formation professionnelle, l'orientation que nous donnons à nos prestations en tient compte. La durabilité se retrouve dans toutes les offres que nous proposons dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du développement, des professions et des prestations de services. En même temps, on trouve de plus en plus d'initiatives visant à encourager un développement durable dans l'économie. Nous nous trouvons dans un processus de transformation profonde et rapide qui va accroître la demande de main-d'œuvre plus hautement qualifiée ainsi que le besoin de réorientation au milieu de la vie active. Les partenaires relèvent ces défis de manière active en proposant des modèles de formation plus souples ou une formation professionnelle supérieure renforcée. Il est aussi extrêmement important de créer des conditions favorables à un apprentissage tout au long de la vie dans la formation professionnelle initiale. Les nouvelles cultures d'apprentissage dans les écoles professionnelles et dans les entreprises formatrices y apportent leur précieuse contribution. Nous nous réjouissons d'en savoir plus aujourd'hui de la perspective de la recherche et de la pratique de la formation professionnelle. C'est toute notre vocation. Anniversaire. C'était il y a un peu plus que 50 ans, le 17 mai 1972,
lorsque le Conseil fédéral a décidé que la Suisse devrait se doter d'un institut pédagogique pour la formation professionnelle. C'était la naissance de l'ISFP-PFP, aujourd'hui la HEFP. La nostra istituzione è cambiata più. Notre établissement a changé plusieurs fois au cours des 5 dernières décennies, ce qui ne l'a pas empêché de toujours poursuivre un même objectif, celui de développer la formation professionnelle suisse et d'augmenter sa qualité. En tant que Haute École fédérale en formation professionnelle, nous allons nous engager avec vous pour une formation professionnelle suisse forte, aujourd'hui et demain. Car l'apprentissage est la condition la plus essentielle pour adopter un mode de vie durable et autodéterminé et constitue la base d'une action socialement responsable. Puissons de passer cette journée avec vous et nous vous souhaitons à tous et à toutes une manifestation passionnante et riche en inspiration. Und jetzt freue ich. Et maintenant, je me réjouis de passer la parole à Karin Frey, qui animera cette journée. Merci beaucoup. Ja, meine Damen und Herren. Merci Barbara Fontanella et Adrienne Vitry. Le monde est en train de changer de façon fulgurante. On peut s'imaginer que la politique va bientôt nous interdire les moteurs à combustion, peut-être en 2030, et puis tout à coup, il faut faire la place au Tesla. C'est une situation de départ tout à fait différente et une autre profession aussi pour les mécaniciens. Comment est-ce que les professionnels peuvent se préparer et comment est-ce qu'ils peuvent acquérir les compétences pour la durabilité? Et aussi, dans un cadre plus large, l'agenda 2030 porté également par la Suisse, les objectifs en matière de développement durable. Comment est-ce que la formation professionnelle peut faire sa contribution? C'est de cela qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, encore une fois, une très cordiale bienvenue. Des petits appareils dehors à gauche, près de la porte. And ladies and gentlemen, I heard there's people from all over the world here. Be welcome. J'ai entendu qu'il y a des personnes venues de tous les coins du monde, alors je vous souhaite une excellente journée. Si déjà nous parlons de durabilité, cela veut dire qu'il faut assurer la relève. Et j'aimerais accueillir mes deux co-modérateurs, Noah Bartha et Yanis Rieser. Des applaudissements pour ces deux-là. Nora et Yanis, vous tous les deux, vous travaillez auprès de l'HEFP. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis dans ma 3e année d'apprentissage et actuellement, je travaille au service juridique. Yanis, toi? Je fais des études en sport. Je suis dans ma 3e année et je joue au hockey également. Et actuellement, je suis active dans le département de communication. Donc un jour, tu seras la star, la vedette qu'on verra à la télévision. Je l'espère. Eh bien, ce n'est pas simple d'être devant des personnes et de prendre la parole. Je me souviens de l'école, on est parfois au dernier rang et de temps en temps, on va prendre la parole. Qu'est-ce qui vous motive pour être sur scène? Eh bien, pour faire une nouvelle expérience, pour continuer à évoluer et aussi pour nous engager au service de la durabilité. Je suis certaine que tu réussiras. Qu'en est-il de toi? Pour moi aussi, il s'agit de faire de nouvelles expériences. J'aime bien aussi faire des expériences nouvelles et nous sommes heureux de pouvoir être ici. Et après ta carrière de hockey, tu seras journaliste pour le sport auprès de la télévision suisse, éventuellement. J'aimerais quand même poser la question, la nervosité sur une échelle de 1 à 10, 5. Pour moi aussi, le 5. Oh, ce sont des professionnels. Un grand merci. On se retrouvera dans un instant sur scène. Merci. Ja, als ich vor vielen Jahren ein
Lorsque j'ai passé une année en Californie, il y a de longues années, on me disait: «Mais chérie, c'est pas une tâche herculéenne». Oui, on sait bien que c'est pas de la rocket science. Nous savons tous que la durabilité est la parole du moment. Nous devons être durables, mais la difficulté, c'est qu'il faut l'être à tant d'endroits que parfois on est comme un âne devant la montagne et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Notre première invitée, elle aide les entreprises, elle soutient les entreprises en matière d'économie circulaire. Elle est scientifique en politique, elle a fait son doctorat en économie, elle est coprésidente et copropriétaire du Impact Hub Suisse. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi Nora Bouzer. Herzlichen Dank, Frau Frey. Merci, Madame Frey. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Je suis très heureuse de pouvoir partager aujourd'hui une partie de mes réflexions. Je vous montrerai tout d'abord quelques images. Präsentation auf der Bildschirm haben können. Voici les images sur l'écran. Ce sont des sujets que nous connaissons déjà, des nouvelles. Nul besoin de vous expliquer de quoi il s'agit sur ces images. Ce sont des images qui nous montrent des crises d'actualité qui nous occupent toutes, plus ou moins. J'aimerais vous poser la question: quelle de ces crises vous concerne le plus? Quelles sont les émotions que vous suscitent ces images? Est-ce que c'est plutôt des craintes, le stress, éventuellement des agressions, le rejet, l'aversion? Je ne veux plus en savoir davantage, cela me dépasse, c'est trop. Du moins pour moi, souvent c'est le cas. Je me suis parfois permis des pauses lorsque je ne lis pas de nouvelles ou je ne regarde pas les nouvelles à la télévision parce que c'est tout simplement trop. Et ceci, tout en sachant que moi, déjà à l'âge de 7 ans, en Finlande, au début des années 90, j'ai commencé à lire les journaux tous les jours. À l'époque, c'était la grande crise, la famine en Afrique. Cela m'avait beaucoup concerné parce que j'étais moi-même enfant et il nous montrait souvent ces images d'enfants affamés. Et bien sûr, mes parents l'avaient utilisé de façon très intelligente. Ils me disaient: Nora, tu dois bien manger tout ce qu'il y a sur ton assiette parce que sinon les enfants en Afrique ne vont avoir rien à manger. Et je leur ai toujours posé la question: mais c'est pas mon repas qui est envoyé en Afrique, c'est mon repas qui va être jeté dans la poubelle si je ne le mange pas. Donc qu'est-ce que c'est que cela? À l'époque, je ne pouvais pas encore comprendre ces liens très complexes. Aujourd'hui, je sais que nous vivons comme dans une boule de cristal, où nous avons certaines ressources et ce sont les ressources qui jouent un rôle central dans chacune de ces crises que je vous ai montrées. Je n'ai pas seulement compris qu'il y a des liens complexes, j'ai également compris comment mes actions ont une incidence sur l'image totale. Qu'est-ce qui se passe si moi je consomme de plus en plus, si je veux avoir une voiture plus grande, un appartement meilleur, une entreprise qui ne cesse de croître, et si tous les autres le souhaitent aussi, à un moment donné, nous touchons nos limites. Ce graphique ici vous montre nos limites planétaires. Le cercle vert, ce serait encore le domaine où ça se passe bien. Et vous voyez que pour beaucoup de domaines, nous avons largement dépassé ces limites. Nous sommes déjà dans la zone rouge. Donc nous avons dépassé les limites de notre planète. Et cela amène notre système à chanceler. Par exemple, en Suisse, de nombreuses ressources sont consommées au cours de l'année de façon à ce qu'on aurait besoin de 4 planètes si on souhaitait couvrir de façon durable ces besoins. Selon le
plus récent rapport de l'ICC, il est très clair que nous avons besoin de mesures rapidement. Mais je vous apporte également de bonnes nouvelles. Nous tous et nous toutes pouvons faire quelque chose, pouvons contribuer. Très souvent, on me pose la question par où commencer, qui peut faire quelque chose, et je trouve cela toujours très intéressant lorsque j'entends des discussions, lorsque je poursuis ces discussions autour de la durabilité. Très souvent, lorsqu'on pose la question à la politique, les politiques nous disent on veut laisser ça aux soins du marché libre. Lorsque nous discutons avec des entreprises, ils nous disent oui, mais les consommateurs, ils ne sont tout simplement pas disposés, ils ne sont pas prêts à payer davantage ou à acheter des produits durables. Et si vous posez la question aux consommateurs, si moi je change quelque chose, je ne suis qu'une personne, je ne peux pas tant contribuer, donc je vais continuer comme avant. Et cela ne nous laisse pas avancer. Moi, je suis d'avis qu'il existe une solution tout à fait simple à ce dilemme, et c'est-à-dire, au lieu de suivre cette spirale négative, on devrait plutôt parvenir à une spirale positive où chacun apporte sa petite contribution. Si tout le monde apporte sa petite contribution et fait un pas dans la bonne direction, très rapidement, nous pourrons parvenir à une spirale positive grâce à toutes ces petites bonnes actions. Et c'est cela qui nous permettra d'avancer. Cela nous donne le pouvoir, la capacité d'agir et de faire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir exactement avec l'économie? Qu'est-ce que l'économie peut concrètement contribuer? Dans l'économie, on parle toujours de ressources, et je trouve que cette citation du fondateur de Patagonia, très intéressante, car si nous n'avons pas de base des ressources, nous n'aurons pas de clientes et clients, nous n'aurons pas de collaboratrices, collaborateurs, pas d'actionnaires. Et c'est pour cette raison que nous devrions faire en sorte que notre base des ressources soit durable. Et d'ailleurs, cela ne concerne pas seulement les producteurs, cela concerne également les organisations de prestation de services, car les domaines dans lesquels on peut obtenir l'effet le plus grand, c'est l'énergie, l'immobilier et l'alimentation. Et ce sont les ressources que presque toute entreprise nécessite d'une façon ou d'une autre, et d'ailleurs aussi chaque individu. Maintenant, comment l'économie peut contribuer concrètement à cela? Je suis d'avis que les petits pas sont importants, par exemple les changements très concrets, prendre les transports publics pour se rendre au bureau au lieu de prendre sa propre voiture, éventuellement faire du télétravail pendant 2-3 jours par semaine. Mais si nous souhaitons faire de grands pas, il nous faut aussi des innovations. Or, les innovations, cela peut paraître un bien grand mot, et maintenant en plus combiné avec la durabilité, cela peut paraître difficile. Mais je pense que l'économie circulaire qui a déjà été mentionnée nous offre de nombreux outils et des principes comment les entreprises peuvent développer des solutions durables. L'économie circulaire est aussi un grand mot, certes. Cela peut paraître très compliqué, mais je suis d'avis que cela n'est pas le cas. Elle n'est pas compliquée. Si nous regardons la nature, nous trouvons de nombreux exemples de cercles naturels. Cela a aussi à voir avec des choses, par exemple, comment vivaient déjà nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Par exemple, dans cette très belle forêt que vous voyez sur cette image, là, différents animaux, différentes plantes y poussent et offrent aussi des aliments pour d'autres plantes et pour d'autres animaux. Et à un moment donné, elles meurent, elles redeviennent de la terre qui, à leur tour, va offrir des aliments importants, des nutriments importants pour de nouvelles plantes et de nouveaux animaux. C'est ce qu'on appelle ce cercle naturel. Dans notre société moderne, il y en est, c'est une chose différente. Nous vivons une économie linéaire, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire, et aussi une société où on prend une ressource, on produit quelque chose à partir de cette ressource,
On le vend, éventuellement on ne l'utilise qu'une seule fois et après c'est jeté. Dans l'économie circulaire, l'objectif est de parvenir à un output aussi grand que possible avec si peu de ressources que possible. Et on peut y parvenir par différentes stratégies, mais dit de façon très simple, il s'agit de développer des produits avec une plus grande longévité qu'on puisse préparer plus simplement ou alors qu'on puisse de nouveau utiliser les matières premières pour d'autres produits. Vous connaissez certainement tous les objectifs de développement durable de l'ONU. Ce qui est intéressant lorsqu'on développe des solutions d'économie circulaire, cela vient souvent contribuer à plusieurs de ces objectifs en même temps. Et je suis d'avis qu'il ne faudrait pas se laisser décourager ou baisser les bras si on a l'impression qu'en tant qu'entreprise, on ne peut pas parvenir à un tel objectif. Si de nombreuses entreprises font les pas dans la bonne direction, cela nous permettra quand même d'avancer. Et dans le meilleur des cas, nous pourrons nous allier avec d'autres entreprises et développer des solutions plus grandes, à une échelle plus grande. Et à ce moment-là, cela nous permettrait encore une fois de faire des pas plus grands dans la bonne direction. Je vais vous montrer quelques exemples concrets. Ce sont des PME suisses ou des start-up qui ont déjà pris le chemin de l'économie circulaire. Ici, par exemple, Giroflex, un fabricant de chaises de bureau. Là, l'idée, c'est qu'il ne faut pas remplacer cette chaise lorsqu'on souhaite changer quelque chose. Par exemple, si on veut tout simplement changer la couleur, on peut changer le tissu. S'il y a un élément qui se détériore, on peut remplacer cet élément et cela nous permet d'augmenter la longévité d'un produit. Patagonia, je les ai déjà mentionnés. Tous leurs produits sont développés de façon à être au maximum durable. Ils ont un service de réparation, donc on peut toujours réparer leurs produits. Ils ont fait aussi une campagne où ils ont dit, en fait, il ne faudrait pas d'abord acheter de nouveaux habits. Mais bon, il faut se le permettre. Chaque entreprise ne peut pas le faire. Ensuite, il y a des solutions tout à fait simples comme S-Bar qui viennent à l'origine de Berne. C'est une boulangerie qui vend du pain de la veille à un prix plus intéressant. Ensuite, on peut également utiliser des déchets venus d'autres entreprises. Ici, une marque de montres de Genève. Et pour leurs montres, ils utilisent des produits résiduels, des déchets pour fabriquer les bracelets des montres. Ou encore Groom, c'est un start-up très jeune. Ils ont une mousse biodégradable qu'ils ont développée, qu'on peut utiliser dans de nombreuses industries. Et ils fabriquent cette mousse à partir de produits résiduels également. Voici une entreprise familiale de Zurich, Eberhard. Eux, ils perçoivent les villes comme base pour les matières premières. Ils ne veulent pas introduire de nouvelles matières premières de l'extérieur des villes, mais ils souhaitent que les matières qui ont toujours une valeur, qu'elles soient réutilisées de façon à construire des immeubles, des bâtiments à partir de ces matières. En tant que consommateur, il ne faut pas non plus acheter une nouvelle robe à chaque fois lorsqu'on souhaite rester à la mode. On peut aller chez Tile à Berne. Au lieu d'acheter un vêtement, on peut louer un vêtement et comme ça, plusieurs personnes peuvent profiter du même vêtement. Ou encore Recircle, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Ce sont ces boîtes mauves où on peut emporter le repas, donc utiliser le même emballage à plusieurs reprises, ou encore dès le départ, partager ou contribuer au développement de produits. Comment est-ce que je vais composer mon produit de façon à ce qu'on puisse après bien décomposer le produit et réutiliser les matières utilisées?
comme c'est le cas pour ces skis faits à partir de bois. Ou encore Question, c'est un sac fait à partir de feuilles de bananier. On peut le laver plusieurs fois, le teindre plusieurs fois et à un moment donné le composter aussi. Voici quelques exemples. Qu'en est-il concrètement dans le quotidien des entreprises? En Suisse, de nombreuses entreprises sont déjà arrivées à ce point où ils mentionnent les ODD dans leur rapport. Ils les mentionnent également dans leur stratégie, mais dans ce qui est des objectifs concrets, là, il y a encore du chemin à faire. 14% en 2019 ont réfléchi à ce qu'ils voulaient contribuer à la durabilité et comment ils pouvaient le mesurer. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, mais de nombreuses entreprises ont des craintes, des réserves en ce qui concerne la durabilité, car ils ont l'impression que très rapidement, on nous fait le reproche de faire du greenwashing. On veut faire quelque chose de bien, une bonne action, mais c'est trop compliqué. Il y a certainement quelqu'un qui va venir nous voir et qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et à cet effet ont été créés beaucoup de labels, beaucoup de certifications qui sont souvent très coûteux, c'est-à-dire ils ne sont pas à disposition de toutes les entreprises, à portée de toutes les entreprises. Justement, dans la situation actuelle, avec les prix qui augmentent, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. La même chose est valable pour l'innovation. Innovation et durabilité. Comment commencer si nous ne souhaitons pas brûler, pour ainsi dire, de l'argent? Je crois qu'il existe deux voies. Lorsqu'on parle de durabilité, on peut définir très clairement les objectifs et réfléchir quel est l'effet que nous souhaitons obtenir. Et à ce moment-là, regarder que cela soit mesurable. Et si on communique de cela de façon très transparente et très ouverte, on n'a pas ce risque de greenwashing. Il ne faut pas payer pour les labels parfois très coûteux. Et lorsqu'on parle d'innovation, on devrait implémenter, essayer l'innovation pas à pas, commencer par des petits pas. On peut tout d'abord développer un prototype bon marché, rapide, une version de sa propre idée. Ensuite, on peut tester cette idée avec soit avec le client réel ou un client exemple. Et comme ça, on va apprendre, on va faire des expériences et on peut savoir si cela vaut la peine d'investir sur cette voie ou s'il faudrait plutôt s'arrêter avant d'investir trop. À titre d'exemple, ça pourrait être une chaîne d'aliments. Il faudrait peut-être offrir davantage de produits saisonniers, mais les clientes et les clients ne sont peut-être pas très enthousiastes de ces nouveaux prix. Éventuellement, ils peuvent discuter avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, et développer différentes idées, éventuellement tester ces produits par un sondage et éventuellement mettre en œuvre ces idées dans un de leurs magasins et tirer des leçons. Et donc, on peut éviter d'implémenter un grand changement dans tous les magasins si après le résultat n'est pas le résultat souhaité. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec la formation professionnelle? Dans l'interview, avant cette intervention, j'ai dit « Je ne suis pas experte de formation professionnelle » et c'est pour cette raison que je ne voudrais pas trop m'avancer sur ce domaine-là, mais j'ai quelques désirs pour la formation professionnelle. La première chose, c'est que les jeunes obtiennent les outils qui leur permettent de comprendre les liens en matière de durabilité, pour qu'ils comprennent quels sont les effets de mes actions d'aujourd'hui à l'avenir. Et j'aimerais aussi que les jeunes obtiennent des outils, comment ils peuvent faire des innovations peu coûteuses, comment ils peuvent penser de façon innovante et comment dans une entreprise ils peuvent démarrer un processus d'innovation.
Je souhaiterais également que les jeunes qui ont vraiment beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de motivation, qu'ils reçoivent, qu'on leur donne une plateforme pour cela. Et dans mon idée, cette plateforme, cela voudrait dire qu'on les laisse faire dans un petit cadre avec un budget minimal. Cela ne peut être que profitable à toute entreprise si on fait cela tout d'abord à une petite échelle. Et si plusieurs entreprises connaissent le même problème, qu'on se réunisse et que chacun y mette du sien, et comme ça, les apprentis développent quelque chose ensemble, et ils peuvent faire l'expérience d'être actifs. Et à ce moment-là, ils vont se sentir motivés, ils vont faire la bonne expérience de pouvoir contribuer quelque chose, ils vont rester avec une entreprise. Car si on fait le contraire, si on dit c'est trop cher, on ne va pas le faire, c'est exactement le contraire qui va se passer. Les jeunes vont avoir l'impression que cela ne sert à rien, et à ce moment-là, ils vont venir tous les jours à travailler et puis partir à 5 heures et ne plus s'engager. Donc ça peut aller très vite si on ne leur laisse pas l'espace pour essayer leurs propres idées. En tout dernier, il y a bien sûr la question quelles sont les compétences qu'il nous faut à l'avenir. Moi, je ne peux pas vous dire quelles sont les professions qui vont venir dans 5, 10 ou 20 ans. C'est pour cette raison que je trouve qu'il est beaucoup plus important que les jeunes obtiennent les outils qu'il leur faut pour pouvoir évoluer. Et à ce moment-là, nous aurons toujours les compétences nécessaires. En tout dernier, j'aimerais encore vous poser une question. Je vous demande, quel est le monde dans lequel vous aimeriez vieillir? Est-ce que vous aimeriez vieillir dans un monde où tout est orienté sur l'innovation technologique, sur la croissance et l'efficacité? Cela pourrait se présenter comme sur cette image-là. Est-ce que vous souhaitez préserver, conserver ce que nous avons, la beauté, la nature, l'immobilier? Ou est-ce que vous aimeriez peut-être choisir une voie où on combine la technologie avec la durabilité et où nous pouvons créer quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui ait une grande qualité de vie? Voici ma question pour vous. Et si vous connaissez la réponse, votre réponse à cela, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir comment vos actions peuvent contribuer à l'avenir que vous vous imaginez, que vous souhaitez. Je vous remercie. Ja. Herzlichen Dank, Nora Buser. Merci beaucoup, Nora Buser. Vous allez rester avec moi ici sur scène. Et pour commencer, j'aurais une question à vous poser avant d'inviter la deuxième personne à nous rejoindre sur scène. Vous avez dit que parfois, il faut créer un prototype et commencer. Ce n'est pas très suisse. Nous aimons bien prévoir les choses et les faire en bonne et due forme. Vous venez de Finlande. Est-ce que vous pensez que les Suisses ont des problèmes particuliers parce qu'ils s'y réfléchissent à plusieurs reprises avant de se lancer? Non, je trouve que les Suisses font un excellent travail. Beaucoup de produits magnifiques sont créés ici et viennent de Suisse. Mais si on veut essayer quelque chose de nouveau, si on veut s'engager sur de nouvelles voies, eh bien, il faut parfois faire preuve de courage et admettre des erreurs, se dire, voilà, j'essaye et si je fais une erreur, ça ne fait rien. Je ne suis pas parfait. Personne ici ne l'est d'ailleurs. Donc, il faut oser faire certaines choses. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien demander à Friedrich Albert de venir sur scène. Continue à la HEFP à Lugano. Il a plus de 20 années d'expérience chez Madame, oui, dans le domaine d'innovation et de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Bonjour, buongiorno, guten Tag. Ja, was sind Bonjour, buongiorno, guten Tag. Quelles sont les exigences adressées à la formation professionnelle? Donc, si nous prenons l'exemple de l'économie circulaire, Madame Buser, vous aidez les entreprises. Est-ce que vous aidez également la formation?
Nous avons pu déjà réaliser plusieurs projets. Nous avons lancé un programme pour jeunes élèves du gymnase où ils apprennent à penser de manière novatrice, à agir avec courage. Et dans le secteur de la durabilité, nous avons aussi déjà eu l'occasion de faire une formation à des apprenants et les laisser essayer certaines choses dans ce contexte. Rôle des éducateurs. Alors, c'est assez tautologique, je ne pourrais jamais dire le contraire, c'est fondamental. Non, c'est vraiment important ce rôle de l'éducation, justement. Dans l'économie circulaire, il faut bien comprendre que c'est un paradigme entier qui change. C'est un paradigme de consommation aussi qui change, pas seulement la production. Donc, c'est des comportements qui vont changer. Et alors là, il faut vraiment travailler les consciences dès le départ. Donc, Comment est-ce qu'on fait? Je crois que c'est difficile de changer toute une culture. Ben, ce n'est pas difficile, il faut commencer déjà hein, par des projets, en introduisant des exercices, en introduisant des simulations, par exemple. Aujourd'hui, la technologie nous aide beaucoup. Hein. On a la réalité augmentée, on a la réalité virtuelle, on a toutes ces technologies qui peuvent vraiment permettre aux gens, à tout le monde, d'être dedans ces changements et de tester. Si moi, j'assume ce comportement-là, quel est l'impact que je vais générer? Alors, autrefois, c'était un peu moins possible. Aujourd'hui, c'est possible aussi grâce aux technologies. Et il faut commencer dès le départ. Il ne faut pas dire « c'est difficile, ça coûte », etc. Ça coûte aujourd'hui, mais c'est un investissement pour demain. Donc, Ist aber ein guter Punkt, ça coûte, oder? Ich stelle mir vor, viele auch klein. Oui, c'est un point, les coûts. J'imagine que beaucoup d'entreprises, les PME par exemple, n'ont pas forcément le budget de se dire voilà, cette personne-là, on va l'envoyer faire une formation en matière de durabilité. Très souvent, on se demande mais qu'est-ce que cela nous rapporte concrètement? Vous aussi, vous avez dit que vous avez parlé des entreprises et vous avez dit qu'elles n'avaient pas forcément les ressources. Oui, mais le tableau est très diversifié. Nous avons vu des photos illustrant différentes crises et on ne peut plus attendre. On ne peut plus simplement plus attendre. Les entreprises doivent voir comment elles peuvent faire des progrès en utilisant un peu moins de ressources, se développer en consommant moins. Peut-être que maintenant, le moment est venu pour faire le premier pas dans la bonne direction. Et après, il y a des choses très simples qu'on peut implémenter. Vous venez de le dire. Et tout à l'heure, j'ai dit que certains collaborateurs peuvent travailler à domicile ou bien prendre les transports publics pour se rendre au travail. Il suffit de considérer ses propres possibilités pour apporter une contribution à l'ensemble. Et épargner en même temps, est-ce que c'est possible? C'est possible, bien sûr. Ces exemples qu'on a vus, ce n'est pas seulement des startups, hein. Il y a aussi des entreprises qui existent depuis des années dans la construction, dans le secteur de l'aviation, par exemple. Pourquoi? Parce que la production génère toujours des déchets, depuis que l'industrie est née. Donc, stocker, gérer et éliminer les déchets, c'est un coût énorme pour les entreprises. Le fait de pouvoir réutiliser, rénover, maintenir, etc., les ressources et les produits qu'on produit, ça engendre des bénéfices. Donc c'est pour ça aussi que les entreprises sont en train de s'approcher à cette idée d'économie circulaire, parce que ça peut amener à des bénéfices. En plus, on connaît tout le monde le motto « innovate or evaporate » aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment un monde d'opportunités du point de vue technologique, du point de vue des produits, du point de vue des services qu'on peut aller chercher. Donc c'est aussi une motivation, l'innovation pour être compétitif, pour se différencier des autres. Comment est-ce qu'on peut motiver les entreprises? Comment sensibiliser? Encore une fois, les bénéfices sur le coût et l'innovation. Donc, tu peux vraiment te positionner sur le marché en ayant des produits innovateurs qui ne sont pas à impact très élevé dans l'environnement, etc. Wenn wir jetzt gerade speziell von Kreislaufwirtschaft reden.
on parle d'économie circulaire, on parle de l'environnement. On ne parle pas, dans un premier temps, de la durabilité sociale. Ça viendra après. Mais lorsque nous parlons de l'environnement, lorsque nous parlons de l'économie circulaire, est-ce que ça signifie qu'il y aura une renaissance des métiers traditionnels, ou plutôt que de les jeter à la poubelle, entre guillemets? Nous l'avons vu. Il y a beaucoup de développement de produits où l'on se demande comment réparer un ancien produit. On n'a plus suffisamment d'ouvriers qui sachent réparer certains produits. Donc là, il y aura bel et bien de nouveaux métiers qui verront le jour. Il faut aussi la possibilité de pouvoir assembler certains produits et les démonter par la suite. Cela stipule une grande connaissance sur les matériaux. Donc, des métiers, effectivement, qui ont disparu un jour parce que nous avons misé sur le plastique et sur les produits jetables. Vous venez de le dire, nous n'avons plus suffisamment d'ouvriers. Ça fait longtemps que nous parlons d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour motiver les jeunes de reprendre des professions comme ça, Handwerksberufe? Absolument. Ça, c'est une question, encore une fois, de choix, hein, et d'une culture de choix qui peut-être doit un peu changer. Ça dépend un peu de pays à pays et de canton et canton dans notre pays. Mais l'éducation, là, peut faire beaucoup. Et pas seulement en songeant aux nouvelles professions, aux nouvelles compétences. Hein. Parfois, c'est dangereux quand on dit ça, parce qu'on dit toujours, ça va arriver, on va voir, on va investir. Il y a beaucoup à faire dans ce qui existe. Si on pense au secteur de la formation professionnelle technique, on a tout ce qu'on veut. Hein. On peut travailler et investir vraiment à 360 degrés dans ces nouvelles technologies. Donc, on peut faire des choses déjà aujourd'hui et donc créer notre futur et le demain, par le biais de la formation professionnelle d'une part, mais pas seulement. Und wie motiviert man die Jungen? Sie haben gesagt, Et comment faire pour motiver les jeunes? Vous avez dit que on les motive en leur donnant un projet à réaliser, en leur permettant de faire quelque chose de tout à fait réel et de concret. La pire des choses, c'est de ne rien faire avec la motivation des jeunes, parce que sinon, celle-ci s'enlisera. Comme je l'ai dit, il faut avancer par petits pas, organiser un atelier d'une demi-journée ou de 2 heures en invitant un expert ou une experte ou en laissant travailler les apprenants entre eux, en leur demandant qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement de vos idées. Donc, on est dans une nouvelle phase, si l'on veut. Hein. Donc, on a passé dans une première phase où c'était un peu l'idéologie. Hein. Donc, moi, je l'appelle un peu la phase de la prudence, pour ne pas dire autre chose. Donc, les gens étaient un peu comme ça. Puis, il y a eu une prise de conscience, parce que l'air qu'on respire, elle n'a pas d'idéologie, elle n'a pas un parti politique derrière. Donc, tout le monde est conscient. Cette prise de conscience a commencé à se transformer par des actions. Dans la formation, hein, dans les plans de formation, il y a ces thèmes-là qui arrivent, les entreprises, etc. Maintenant, on est peut-être dans une autre phase qui est celle du passage à l'action. On fait des choses, mais c'est encore assez sectoriel, c'est segmenté. On travaille sur le domaine écologique, sur l'environnement, etc. Il faut une approche systémique aujourd'hui. C'est pas facile, c'est complexe, mais c'est comme ça. Parce qu'à chaque fois que tu touches une de ces variables qu'on a vues avant, il y a des conséquences sur les autres. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne feras jamais du développement durable. Donc l'approche systémique dans les choses, et ça dans la formation c'est important, travailler ensemble, de manière multidisciplinaire. Et qui doit faire les devoirs? Qui doit créer cette approche systémique? C'est un jeu d'acteurs. Donc c'est les écoles professionnelles, c'est les enseignants, c'est les autorités, c'est les entreprises formatrices, c'est les jeunes qui sont dans ces milieux de formation. Gott sei Dank haben wir die Jungen, die müssen hinter uns Alten. Oui, heureusement qu'on les a, ces jeunes qui doivent faire des travaux de rangement par rapport aux casseroles, aux vieilles casseroles que leur ont laissées nous, les vieux. Nous devons organiser un atelier commun avec beaucoup d'experts, des artisans aussi. Cet atelier, nous l'avons
organisé récemment et les acteurs concernés ont vu qu'ils avaient besoin d'un système de récupération de produits de déchets de l'industrie pharmaceutique. Et nous avons rassemblé tous les acteurs parce qu'il les faut tous pour pouvoir en arriver à des changements systémiques. L'éducation, formation continue, quel rôle est-ce que ça joue dans ce thème? Encore une fois, fondamental, tout ce qui est en train de changer, ça ne change pas aujourd'hui et puis c'est fini. Donc tu dois continuellement. La durabilité aussi des compétences, on a dit. Donc ça aussi, il faut renouveler en continu. Pas seulement les compétences des Lernenden, mais aussi les compétences des enseignants. Donc, pour faire en sorte que les consciences qu'on a dit avant, la consommation responsable, etc., ait lieu, ben, il faut que les enseignants aussi soient responsables, comprennent qu'est-ce que c'est vraiment cette économie circulaire, qu'est-ce que c'est vraiment le développement durable, etc., etc. Et ça change continuellement. Il y a des changements et tu dois être toujours state of the art. Und das ist manchmal sehr schwierig, oder? Dass die Lehrerinnen und Lehrer Et parfois, c'est difficile parce que les enseignants aussi sont très souvent dépassés parce qu'ils se trouvent en plein milieu de ce changement et que leur rôle aussi change en permanence. Oui, c'est un fait, mais je pense que c'est normal dans notre vie complexe, dans notre monde complexe d'aujourd'hui. On ne peut pas rester cloîtré et centré sur nous-mêmes. Il faut regarder à gauche et à droite et être souple et capable de changer. Je ne vais pas laisser ça en tant que dernière parole. Non, ça ne sera pas notre clôture de ce podium. Je voulais maintenant vous donner l'occasion de prendre la parole. Il y a un micro-baladeur qui circule dans la salle. Donc, si vous avez des questions à adresser à nos invités, n'hésitez pas. Je vais me déplacer parmi vous pour vous donner le micro. Est-ce que vous avez une question? Donc, je ne sais pas si ça intervient d'une manière trop suppressite, mais vous pouvez réfléchir à des questions aussi pour les poser par la suite. Nora Buser und Sie. En tant que dernière question, par où commencer en étant confronté à cette énorme montagne? J'ai 17 objectifs en vue d'un développement durable. Par où commencer? Donc, ma réponse n'est pas très complexe. Eh bien, il faut que moi-même, je regarde un peu quelles sont les ressources que j'utilise tous les jours et qu'est-ce que je jette dans la poubelle le soir pour me poser des questions sur ce que je fais, sur quelles sont les incidences de mes actions. Voilà. Et en tant qu'entreprise, même chose. Les entreprises aussi consomment certaines ressources et jettent certaines choses à la poubelle. Ils ont des tas de déchets qu'une autre société pourrait utiliser en tant que matière première. Ils pourraient les vendre ou produire autrement pour générer moins de déchets. Et là, on en est bientôt aux autres objectifs en matière de développement durable, à savoir apprendre, avoir des compétences pour voir ce que les autres peuvent nous donner, comment on peut traiter ces choses-là. Avoir une vision, comment est-ce qu'on peut intégrer ce pilier du développement durable, c'est déjà un point de départ très fort, et puis s'y mettre. À l'école, on a un projet pilote maintenant avec Éducation 21, pour les formateurs en entreprise, donc pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut introduire ce thème-là. Au TSN, moi, je pousse ce thème avec toutes sortes de nouvelles méthodes de design thinking, coproduction, etc. Donc, faire. Expérimenter, se tromper, apprendre, mais continuer à faire. Und was machen Sie, wenn Widerstand kommt? Et lorsque vous rencontrez des résistances, qu'est-ce que vous faites? Dans un processus de changement. Donc, c'est la résilience après qui aide. Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Ça, c'est une belle parole de conclusion. Merci beaucoup. Merci à nos deux panélistes.
Ja, packen wir es an. Attaquons-nous-y. Au printemps dernier, le Conseil fédéral a publié un rapport sur l'économie circulaire en énumérant certains points importants. Et l'un des points les plus cruciaux, c'était la formation et la formation continue. Mon prochain invité connaît tous ces objectifs stratégiques et politiques de la Confédération. C'est le directeur adjoint du CEFRI, du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Il est chef du département de la formation et de la formation professionnelle et il nous donnera un aperçu de la politique en matière de durabilité de la Confédération pour ce qui est de la formation. Soyez le bienvenu, Rémi Hubschi. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers collègues de l'HEFP. Je vous remercie de m'avoir invité à me prononcer aujourd'hui devant vous. Je suis impressionnée. Normalement, nous organisons notre réunion d'automne de la formation professionnelle du côté du CEFRI. Et là, nous sommes beaucoup, très nombreux. Et aujourd'hui, le tableau que je vois devant moi est exactement le même. Je pense donc que la durabilité dans la formation professionnelle est un sujet qui intéresse à large échelle. J'affirme connaître la formation professionnelle, savoir comment fonctionne la formation professionnelle. Je pense qu'il est important de faire en sorte à ce que ces deux mondes se comprennent, donc celui de la formation professionnelle et celui de la durabilité, et qu'on fasse en sorte à ce qu'ils fusionnent en quelque sorte. Nous devons répondre aux besoins du marché du travail, aux besoins de l'économie. Je ne veux pas entrer dans les détails dans ce contexte, mais je me rappelle, il y a certaines années, la numérisation, c'était de savoir aujourd'hui les choses sont telles et demain tout sera différent. Qu'est-ce qui se passe dans la formation professionnelle par rapport à ça? Nous sommes assez optimistes parce que nous savons que la formation professionnelle se trouve dans un processus de changement continu et s'adapte aux nouveaux processus. Moi, j'ai commencé une formation professionnelle initiale en tant qu'agent commercial avant d'avoir suivi un autre parcours. Aujourd'hui, la formation professionnelle est très imbriquée entre l'emploi et la formation continue. Et la même chose s'applique pour le monde de la durabilité. L'économie circulaire est un domaine qui préoccupe de plus en plus de branches et ça se fait ressentir. Lorsque j'ai commencé ma formation professionnelle, eh bien, parfois j'ai reçu un appel téléphonique d'une association économique et la personne que j'avais à l'autre bout du fil était très en colère contre moi. C'était lorsque j'ai commencé à travailler pour le CEFRI. Cette personne était vraiment en colère et a reproché à notre institution de s'immiscer dans leur domaine attitré. Il y a toujours plusieurs aspects qui comptent. Moi, je n'ai plus reçu de coups de téléphone depuis de nombreuses années. Et nous avons réussi à façonner les processus de manière à ce que ce ne soit pas quelque chose qui vienne d'en haut, qui soit imposé, que ce soit un facteur perturbateur, mais que ce soit quelque chose qui entre en douce dans la formation professionnelle. L'économie circulaire entre en douce dans les différentes professions. Nous avons beaucoup de diplômes, nous avons 245 métiers différents dans la formation professionnelle initiale et la durabilité il joue un rôle différent, donc à différents degrés. Nous avons aussi la formation professionnelle supérieure et dans ce contexte, nous avons 500 diplômes différents qui se répartissent sur différents diplômes et cursus. Mais peu importe que l'on parle de la formation professionnelle initiale ou de la formation professionnelle supérieure, les métiers traversent tous le même processus de modification. Ils sont révisés. Au bout de quelques années, nous regardons quels sont les besoins
de l'emploi, de l'économie, quels sont les besoins, quelles sont les compétences nécessitées. C'est un processus de changement permanent. Et c'est aussi l'un des avantages en matière de concurrence que nous avons dans notre système de formation. Nous nous en rendons compte lorsque nous parlons à des collègues étrangers avec qui nous avons le plaisir de parler de notre formation professionnelle très innovante et porteuse d'avenir. J'en viens au titre de mon exposé, la politique en matière de durabilité de la Confédération en matière de formation professionnelle. Elle s'oriente dans la stratégie supérieure développement durable 2030 en vue de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et ça entre en ligne de compte dans plusieurs domaines. Le développement durable, déjà dans le dernier message, a joué un rôle important. Les messages sont publiés tous les 4 ans. Et dans le dernier message 2020-2024, la durabilité était l'un des grands sujets transversaux, outre la numérisation et l'égalité des chances. Dans tous les domaines dans lesquels la Confédération est compétente, ce sujet est encouragé et promu comme étant un sujet crucial. Par le passé déjà, c'était toujours un sujet important dans les messages de la Confédération, mais le fait de l'avoir souligné de la manière et l'avoir placé au centre de l'intérêt, c'était quelque chose d'inédit et ça en restera ici dans le prochain message de la Confédération. Qu'en est-il dans le domaine concret de la formation professionnelle? Dressons un petit bilan. Le développement durable est partie intégrante des compétences opérationnelles et influe la formation professionnelle initiale, tout comme dans les diplômes de la formation supérieure. Nous avons la formation formelle, les diplômes de formation et nous avons aussi la formation non formelle. Là aussi, la durabilité joue un rôle crucial. Pensez aux nouveaux aspects pour ceux qui aient des panneaux solaires à installer sur le toit. Avant qu'entre en ligne de compte toute la machinerie de la formation formelle avec ses révisions, avant la formation des personnes, on dit toujours que la formation ne peut pas faire ses effets du jour au lendemain, mais la branche peut développer un certificat de formation continue selon les besoins et c'est là que les aspects en matière de durabilité sont fortement intégrés. Le développement durable est un processus participatif qui repose sur la compréhension, sur l'acceptation et l'engagement de tout un chacun. Je pense que nous l'avons tous eu tout à l'heure. Vous avez vu des consommateurs, cette spirale négative, ce cercle vicieux entre consommateurs, entreprises et d'autres acteurs. Il faut que ce système soit équilibré. Nous trouvons dans un système équilibré. Nous avons les acteurs de la Confédération de l'économie, nous avons la Confédération, les cantons et nous, du côté du CEFRI, en tant qu'autorité, nous allons apporter notre contribution dans le secteur de la durabilité. Je vous montrerai par la suite à quels endroits exactement. Chez nous aussi, les choses marchent d'une manière participative. C'est décisif parce que notre formation professionnelle vit de la coopération entre les différents partenaires. Et cela nous garantit cette imbrication entre l'économie et la formation. Le fait de se parler sur un pied d'égalité et d'avoir la volonté de faire des compromis. Si nous, de la formation professionnelle, venons et revendiquons des choses d'une manière dogmatique et voulons les intégrer dans les contenus de formation, eh bien, à ce moment-là, les acteurs de la formation professionnelle ne nous faciliteront pas forcément les choses. Donc, nous ne devons rien en imposer. Ce sont des interactions. C'est une coopération sur un pied d'égalité. La formation professionnelle est marquée d'une action du haut vers le bas. Il
le font sur la base de leurs pratiques réfléchies. Donc le pacemaker dans la formation professionnelle, c'est le marché, ce sont les entreprises. Et nous l'avons vu tout à l'heure pour ce qui est des objectifs en matière de développement durable, que c'est en voie d'augmentation, que les entreprises l'ont bien compris. Et cela veut dire que la formation professionnelle soit également de la partie et considérée comme un partenaire à part égale. Nous soutenons cette évolution. Les diplômes de la formation professionnelle initiale et formation professionnelle supérieure, nous mettons des instruments à disposition des acteurs dans ces domaines pour leur permettre d'intégrer les éléments de durabilité de la meilleure manière qui soit dans leur processus. Vous allez entendre parler d'exemples concrets cet après-midi dans les ateliers. Le guide sur le développement durable dans la formation professionnelle, par exemple, est un exemple. Nous avons développé ce guide avec les organismes responsables de la formation et des acteurs économiques. Ce guide contribue à clarifier le terme de durabilité. Nous ne voulons pas que 245 définitions différentes de la durabilité soient faites dans la formation professionnelle initiale. Nous voulons fixer un cadre pour ce qui est de la définition de ce terme en illustrant la dimension écologique, économique et celle de la formation. Et dans ce guide, nous misons à ce que la durabilité soit examinée d'une perspective à long terme. Ce guide est censé contribuer à ce qu'il est démontré clairement que chaque profession, sous différents angles et à différents degrés, peut contribuer au développement durable. À côté de cet instrument-là, nous sommes également responsables pour ce qui est de la régularisation des cours de culture générale. Là, c'est la Confédération qui est en quelque sorte l'ORTRA. À l'heure actuelle, nous sommes en train de réviser les bases dans ce contexte et nous voulons donner la place qui lui incombe à la durabilité. La maturité professionnelle. Avec ce certificat-là, les élèves sont habilités à réfléchir sur différents aspects, la société, la nature, et assumer la responsabilité envers eux-mêmes, la société, la technologie et la nature. Ce qui est important, parallèlement à ces instruments-là, et parallèlement à ces éléments de culture générale, il est également important à ce que la Confédération soit responsable de la régulation de la formation, des responsables de la formation. Pensez un peu à ce qui intervient dans la formation professionnelle. Vous avez les entreprises, les CIE, vous avez l'école. Et partout, il y a des responsables de la formation, des enseignants, des formateurs pratiques, des responsables CI sont actifs. Et dans ce contexte, c'est la Confédération qui règle la formation. Les plans d'études, dans ce contexte-là, se trouvent aussi dans un processus de révision. Et dans cette révision, nous voulons y ancrer les aspects de durabilité. Parallèlement à ces aspects-là, la Confédération a la possibilité de soutenir des projets. Dans la formation professionnelle, nous pouvons soutenir des projets de développement aussi dans le contexte de la durabilité. Et dans ce contexte, il est important de saisir cette chance, d'en profiter. Donc, s'il y a des projets appropriés qui présentent des aspects de scalabilité qui peuvent servir au projet de la formation professionnelle, la Confédération serait intéressée à recevoir vos idées. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous allons voir avec vous, à l'aide d'une esquisse accessible, pour savoir si vous pouvez
déposer votre projet et s'il sera subventionné, ou bien si nous devons vous dire que ce projet ne correspond pas aux critères d'éligibilité définis par la Confédération. Mesdames et messieurs, à l'aide du bilan que je viens de dresser, il est clair que le développement durable est déjà partie intégrante de la formation professionnelle, fait partie de la formation professionnelle, mais cela ne veut pas dire que les partenaires vont se reposer sur leur laurier maintenant. Non, il y a un besoin d'action. Nous allons continuer à promouvoir ce sujet, non seulement sous forme d'ancrage dans nos messages, nous allons aussi par des actes pratiques augmenter la signification de la durabilité et faire en sorte à ce qu'elle soit une réussite. Des approches possibles pourraient être les suivantes. Si nous constatons qu'il y a des déficits en matière de définition, nous pourrons soutenir des offres de formation et de consultation. Les responsables de la formation professionnelle initiale, professionnelle supérieure et les autres filières de formation, nous allons proposer à ces acteurs tout notre soutien par rapport à ces aspects. Des manifestations de formation ou la mise en place d'un réseau large pourraient être d'autres idées allant dans ce sens-là. Vous voyez que c'est un processus continu. Et dans ce contexte, j'aimerais vous remercier pour votre engagement en faveur de la durabilité, mais aussi en faveur de notre formation professionnelle. Parce que, comme je l'ai dit, le développement durable n'est pas une invention d'une personne, c'est un processus participatif qui repose sur la compréhension et sur l'acceptation. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle journée. Merci. Vielen Dank, Herr Hübschi. Wir bitten auch. Merci, Monsieur Hübschi. Nous prions également notre directeur, Madame Barbara Fontanella, sur scène. Nous nous tutoyons auprès de l'HEFP et donc nous allons également nous tutoyer durant cet entretien. Très bien. Nous avons préparé un certain nombre de questions pour tous les deux. Quel était ton métier de rêve étant enfant? J'ai pas compris acoustiquement. Quel était ton métier de rêve étant enfant? Pilote auprès de militaires en tant qu'adolescent. Et après, cela a changé rapidement. Et pour toi, Barbara? Très classique, enseignante ou médecin. Quels sont les parallèles de ton activité d'aujourd'hui avec ton métier de rêve d'époque? Pour moi, eh bien, professeur, enseignante et médecin, que pourrais-je dire? Tous les enfants ou tous les êtres humains rencontrent des enseignants ou rencontrent des médecins. Et aujourd'hui, je me trouve dans le système de formation et là aussi, on rencontre toutes les personnes et c'est une tâche merveilleuse de façonner cette tâche de façon à ce que l'évolution soit possible. Et pour toi, Rémi? Je ne dois pas me motiver le matin. Mon métier connaît une pertinence, ou c'est la pertinence de la branche dans laquelle nous travaillons qui nous donne ce privilège. Si vous pensez à votre propre formation, quelle était la place accordée à la durabilité? Moi, je suis marquée par les années 90. À l'époque, ce n'était pas un sujet aussi central. Lorsque je compare cela à mes enfants qui sont adolescents, c'est un sujet d'une toute autre importance. Pour moi, à l'époque, ce n'était pas un grand sujet. C'est venu par la suite. Pour moi, il en est de même. Je suis soulagée maintenant, sinon cela aurait voulu dire que je ne m'en souvenais pas. Mais c'est vrai qu'après, durant les études, durant la formation, je me souviens qu'on parlait par exemple de l'équité des chances et on parlait des inégalités sociales. Ça, c'était des sujets qui étaient vraiment centraux. Mais ce n'était pas encore le sujet de la durabilité sous ce terme. Et en Suisse, quelle était ta conscience en tant qu'adolescente pour la durabilité? Assez limitée, je dois dire, mais
il y a des moments où je me souviens en rétrospective d'éléments qui sont discutés aujourd'hui sous le terme de durabilité. Par exemple, les années 1970, la crise pétrolière, les dimanches libres de voitures. À l'époque, je ne l'associais pas encore à la durabilité, mais je l'associais à la possibilité de bouger librement dans la rue. Et ce qui m'a concerné davantage durant les années 80, c'était la détérioration des forêts. Et là, pour la première fois, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe avec notre planète? Oui, c'est vrai que les forêts, on avait appris ça à l'école, que la forêt mourait, pour ainsi dire, et cela a causé une certaine sensibilisation. On allait dans la forêt, on regardait les arbres, l'aspect des arbres. Je dois dire très personnellement, pour moi, c'était un moment, moi en tant qu'adolescent, je ne pouvais jamais aller au McDonald's. Et plus tard, quand j'étais plus contrôlée, j'ai aimé me rendre chez McDonald's. Et à l'époque, les emballages pour le Big Mac, c'était des emballages en plastique. Et un samedi, je souhaitais acheter un Big Mac et il y avait un stand avant le McDonald's ici à Berne. Et on nous disait justement que cet emballage était en plastique. Et avant, je ne le percevais même pas. Et donc, à l'époque, je veux dire que ça m'a vraiment gâché un petit peu mon Big Mac. Tous les deux, vous occupez une fonction de direction, de conduite. Comment est-ce que vous mettez en œuvre la durabilité dans votre conduite? Là, mon approche est marquée par la durabilité, la diversité et aussi par la composition des groupes. Donc la diversité par rapport au sexe, c'est une chose qui va de soi pour moi. Mais cela commence aussi par la question comment se rendre à une conférence ou à une séance. Nous, on a des vélos, on prend le vélo pour se rendre au CEFRI à Berne, où on essaie de prendre le train. On essaie vraiment tous les jours, dans beaucoup de domaines, auprès de la Confédération, par exemple, autrefois on prenait plutôt l'avion, qu'aujourd'hui on va plutôt prendre le train. Donc ça commence aussi au bureau. Est-ce qu'on est obligé d'imprimer beaucoup de choses? Donc ça, c'est des choses, des questions qu'on se pose tous les jours. Oui, pour nous aussi, c'est assez diversifié. La diversité est un terme très important. Pas seulement de la durabilité sociale, économique, écologique, mais nous sommes en train de mettre au point notre stratégie. Cela ne veut pas dire qu'on n'ait rien fait jusqu'ici, mais on souhaite aussi rendre les choses transparentes et soutenir la conscience de ce qu'on fait déjà pour la durabilité, mais aussi la conscience des endroits où il y a encore des lacunes. Très concrètement, on a un groupe de Ecological Social Responsibility qui se penche sur des sujets comme par exemple la langue orientée sur les genres et gestion des diversités. Aussi, une politique en matière de RH durable, soutenir les collaboratrices et collaborateurs de façon à ce qu'ils soient motivés et de façon à ce qu'ils puissent travailler de façon aussi durable que possible, aussi longtemps que possible chez nous, mais aussi dans une autre institution. Donc, offrir des perspectives. Quelle est ta recommandation pour nous, pour que nous puissions façonner notre avenir professionnel de façon aussi durable qu'il soit? Une recommandation qui vaut pour tous, moi inclus. Donc, une recommandation, j'essaie d'être brève, parce qu'après, on va encore entendre d'autres interventions, c'est très complexe. Pour chaque action, ou au moins une action sur deux, réfléchir quelle est la contribution que j'apporte pour la durabilité. Et cela sous un aspect économique, écologique ou social. Prendre conscience de ce que je fais avec mon comportement, de ce que je peux déclencher avec mon comportement. Aussi de mon côté, une recommandation, oui, c'est difficile. J'ai entendu Madame Bouzer tout à l'heure. Je crois que le sujet de la jeunesse
climatique, la durabilité. Et je crois que la jeunesse nous a vraiment réveillés, elle nous a secoués ces dernières années. Donc faites de même. Soyez courageux. Si vous voyez quelque chose, luttez contre les inégalités, contre les injustices, luttez contre les systèmes inégaux. Ça, c'est l'avenir. Merci beaucoup, Barbara Fontanella et Rémi Hübschi. Merci à vous tous les deux. Ein weiteres Highlight an diesem Un autre point fort de notre journée de compétences durables, c'est le prix 2021. Nous allons vous présenter les finalistes à l'aide de petits vidéos, pas tous en même temps, mais répartis sur toute la journée pour que vous puissiez en profiter. Premier film pour le premier portrait de finaliste. Holzbau Lab steht einerseits für die Abkürzung Lernen, Arbeiten, Bilden und andererseits für das Labor, wo eigentlich Wissen direkt in der Praxis kann erarbeitet, erweitert, vertieft und geteilt werden. Der Ansatz ist, dass eigentlich das gesamte gesammelte Wissen vom Holzbau soll an einem Ort auffindbar sein, analoges Wikipedia für einen Holzbau. Es ist eigentlich eine Lernumgebung zu diversesten Themenbereichen. Das fängt an in der Grundbildung, geht über das lebenslange Lehren bis zur höheren Berufsbildung. Und dort findet man eigentlich zu jedem Thema, zu jedem Inhalt aufbereitet, digital zur Verfügung gestellt, die Lerninhalte für die ganze Holzbaubranche. Die werden auch durch den Verband verifiziert und geprüft und wir sind dafür besorgt, dass es immer auf dem aktuellsten Stand ist. Im Unterricht setzt es eigentlich so ein, dass man Informationen holt, vor allem jetzt mal im Produkt-Know-how auf Stufe Grundbildung. Und jetzt können wir doch gewisse Kompetenzen aneignen, sei das mal irgendwo eine Detaillösung oder irgendwo für eine Massaufnahme oder wie man ein technisches Problem lösen, haben wir ein Angebot von den Produktepartnern und so finden wir relativ schnell die Informationen, die gebraucht sind, was das Ziel ist. Dann ist es ein bisschen der Bereich Werkschau, so ein bisschen Erfahrung abbilden. Die Idee von dem Tool Werkschau ist eigentlich, dass man erworbenes Know-how austauscht untereinander, dass nicht jedes Rad muss neu erfinden, dass man eine Idee holen kann. Und die Werkschau steht dann digital auf der Plattform zur Verfügung. Die kann man, wenn man möchte, als User öffentlich zugänglich machen oder ich kann sie einfach für mich behalten als meinen Erfahrungsschatz. Und wo wir jetzt noch auch ein Augenmerk darauf haben, sind natürlich die UK-Zentren. Auch die Kurse, die Inhalte, die wollen wir auf dem Holzbau Lab auch abbilden, um auch da zu unterstützen, dass wir diesen Bereich auch gefasst haben. Der Lernende oder der Zimmermann interessiert es eigentlich nicht, wo das Wissen herkommt. Der will es einfach an einem Ort finden und er will es dann finden, wenn er es braucht und dann lernen, wenn er Zeit hat und nicht, wenn ein Kurs stattfindet. Ja, eben in der Schule, wenn wir so ein Projekt mitmachen, wie wir jetzt dran sind mit der Ethanit-Eindeckung zum Beispiel, da brauche ich sehr gerne, um die Daten anschauen von der Ethanit. Oder ich habe mich daheim in meinem Zimmer habe ich mich auch schon darüber informiert, was es dann so für Zukunftsmöglichkeiten gibt für mich. Eben Weiterbildung im Holzbau, was die Funktionen machen, die Ausbildung. Ja, es ist sehr vielfältig. Also es ist nicht nur ein Bereich, sondern es zeigt wirklich über den ganzen Bereich, der interessant ist im Holzbau, wie es von der Sicherheit bis zu irgendeinem Produkt oder gar einem Programm, das man braucht, oder eben Weiterbildungsmöglichkeiten. Man findet alles, was man sucht. Das Lab, das fängt einmal an, aber es wird nie aufhören. Also werden ständig neue Inhalte dazukommen, ganz speziell im lebenslangen Lehren. Da haben wir natürlich einen riesen Fundus an Themen und Inhalten, die wir jetzt einfach zur Verfügung stellen müssen, dass die Branche kann dementsprechend nutzen kann. Mitgefühl zeigen. Montrer de la compassion, aider les autres et laisser parler l'autre. Oui, laissez finir ces phrases, merci. Ce sont 4 des compétences socio-émotionnelles. Sur ces compétences socio-émotionnelles, ce sont Dr Antia Barabash et Dr Professeur Marina Fiori qui vont parler de ces compétences socio-émotionnelles. Les deux font des recherches dans le domaine de la durabilité
dans les cultures d'apprentissage. Madame Barabash, Madame Fiori, la parole est à vous. Ja, meine Damen und Herren, die Damen lassen sich. Mesdames, Messieurs, les dames ont besoin encore d'un petit instant parce qu'elles n'ont pas encore été équipées du microphone. Je crois que ça va aller très vite, donc je vais prier mes deux co-animateurs de venir me rejoindre. J'ai encore quelques questions pour les jeunes gens. C'est merveilleux que vous soyez ici. On parle toujours sur les jeunes au lieu de parler avec eux. Nous avons parlé tout à l'heure de la question de ce qui peut nous motiver. Vous avez parlé de différentes professions, le métier de rêve, de recommandation. Est-ce que je peux poser la question au public? Qui d'entre vous est enseignant, professeur? Beaucoup. Super. Beaucoup de mains que j'ai vues. Si vous pouviez dire aux personnes qu'est-ce que c'est qui vous motive, quand est-ce que vous êtes motivé pour entreprendre une tâche, que ce soit dans l'apprentissage ou à l'école. Moi, je suis motivée lorsque une chose m'intéresse. À ce moment-là, j'aime vraiment me jeter dans le travail et je peux vraiment être persévérant dans mon travail. Je suis très motivée. Donc, des enseignantes et enseignants, tu souhaiterais qu'ils te posent la question ce que tu veux, parce que ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut souhaiter. Hein. Certaines choses, on est obligé de les faire. Oui, ça c'est par exemple lorsque je m'y prends trop tard, lorsque je dois remettre un travail et que je m'y suis pris trop tard. Oui, ça peut être aussi une attitude. Hein. À l'époque, pour moi, ça fonctionnait de travailler sous pression. Qu'est-ce qui te motive, toi ? Bon, déjà, je peux rebondir sur ce qu'a dit Yanis. L'intérêt est important lorsque je m'intéresse à une chose et lorsque j'ai une idée de ce que pourrait être le résultat final. C'est aussi une motivation pour moi. Donc, toi, tu dois avoir quelque chose comme une stratégie. Non, pas forcément une stratégie, mais par exemple, dans la formation, on sait, lorsqu'on a fait ces expériences, on reçoit un diplôme. Et c'est vraiment aussi une motivation, le résultat final. Nous avons entendu maintenant qu'il faut écouter les jeunes, il faut les laisser participer, il faut les laisser faire. Est-ce que vous avez l'occasion de le faire auprès de la HEFP? Oui, oui, tout à fait. Bon, la patronne est dans le public, hein. Je vous laisse aller. Merci beaucoup. Ja, meine Damen und Herren, und inzwischen. Mesdames, Messieurs, maintenant la technique est au rendez-vous aussi. Une très cordiale bienvenue à Antje Barabash et Marina Fiori. Bonjour. Journée sur les compétences pour la durabilité. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. Vous avez vu, en Suisse, nous parlons plusieurs langues et dans notre présentation aussi, il y aura 2 langues. Donc, je vais commencer avec le français et Antje va continuer avec l'allemand. Les sociétés du monde entier sont confrontées à de nouveaux défis environnementaux, sociaux et économiques qui impliquent une complexité et une incertitude croissantes. Une répartition inégale des ressources, la violation des droits de l'homme, une détérioration des ressources environnementales, une menace pour le respect mutuel et la paix. La durabilité est une solution possible, mais elle n'est pas une solution facile, car elle exige les efforts et l'engagement de la part des individus qui doivent comprendre comment vivre une vie durable et comment intégrer des pratiques de travail durable dans leur travail quotidien. L'éducation et l'apprentissage à l'école et sur les lieux de travail jouent un rôle fondamental dans cette évolution, car il permet le développement des compétences opérationnelles, ou les hard skills, sous la forme des pratiques de travail durable. Et il permet aussi le développement des compétences transversales, c'est-à-dire les soft skills, comme moyen pour influencer l'état d'esprit ou la mentalité des jeunes générations en matière de durabilité. Les soft skills ou compétences transversales impliquent les éléments cognitifs, émotionnels, volitifs et motivationnels des individus.
Les compétences transversales sont des piliers essentiels de la durabilité car elles fournissent les compétences nécessaires pour comprendre la complexité des problèmes mondiaux et pour collaborer avec des valeurs communes dans nos sociétés multiculturelles. Elles sont aussi réutilisables par définition, ne deviendront pas obsolètes et sont donc durables. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur une sous-composante des compétences transversales, à savoir les compétences émotionnelles. La contribution la plus importante des compétences émotionnelles, c'est qu'elle aide une réflexion en profondeur sur soi-même, sur ses valeurs, ses motivations et ses comportements. Je vais commencer avec l'empathie. L'empathie est la capacité à comprendre en profondeur les situations personnelles et sociales des autres, à ressentir de l'inquiétude et de l'attention en réponse aux émotions négatives et positives des autres. C'est aussi la capacité à répondre avec compassion, mais bien sûr sans perdre de vue sa propre identité et sa propre perspective. L'empathie est la condition de base pour la coopération internationale, qui est fondamentale pour faire face aux problèmes mondiaux. L'empathie est également l'antécédent du comportement prosocial et de la solidarité, qui sont les contraires d'un comportement égoïste. Et donc l'empathie est ce dont nous avons besoin dans un monde durable. Pourquoi l'empathie est tellement importante pour la durabilité? Il faut ressentir de l'empathie pour soutenir et s'engager dans la cause des populations les plus vulnérables, par exemple. La conscience de soi, c'est prendre conscience de la manière dont notre comportement peut avoir un impact sur le mode de vie des autres, sur le mode de vie des générations futures et sur l'avenir de notre planète. La prise de conscience de soi implique aussi des questionnements. Qui suis-je? Quels sont mes besoins et mes valeurs? Et quel est mon rôle pour faire de ce monde un endroit meilleur, c'est-à-dire plus durable? Finalement, l'autorégulation, qui est la capacité de comprendre ses réactions intérieures, y compris les états émotionnels désagréables, par exemple en réponse à la perception des diversités, aux menaces des habitudes non durables. Et c'est la capacité d'utiliser cette compréhension pour promouvoir des valeurs et des comportements qui soutiennent les biens communs plutôt que l'intérêt égoïste. L'autorégulation est fondamentale pour réguler les comportements de consommation ou les préjugés envers la diversité. L'autorégulation ouvre aussi la porte à la négociation. Ici aussi, pourquoi l'autorégulation est tellement importante pour la durabilité. Parfois, il faut faire des choix qui peuvent être soit en soutien ou contraire au comportement durable, aller au bureau en voiture plutôt qu'en bus. Donc peut-être la première réaction, c'est de dire je vais en voiture parce que c'est plus pratique, mais si j'ai des valeurs vraiment durables, alors je peux vaincre un peu cette tendance à dire voilà, je fais la chose la plus facile et à la place, je vais prendre le bus. En conclusion, l'éducation et l'apprentissage à l'école et au travail sont des outils fondamentaux pour soutenir la durabilité. Avant tout parce qu'ils dotent les individus des compétences nécessaires, les hard and soft skills, c'est-à-dire les compétences opérationnelles et les compétences transversales, pour surmonter les difficultés liées au passage en société pleinement durable. Les compétences émotionnelles, comme l'empathie, la conscience de soi, l'autorégulation, influencent l'état d'esprit des individus en matière de durabilité, en faisant d'eux des citoyens du monde plus conscients d'eux-mêmes, c'est-à-dire plus responsables, plus empathiques et plus autogérés. Je passe la parole à Antje qui va continuer en allemand. Eh bien, le marché du travail suisse a besoin de collaboratrices et collaborateurs réfléchis et responsables de soi, qui soient sensibles aux besoins de notre environnement. La formation professionnelle dans les cours interentreprises, les entreprises soutient le développement d'état d'esprit durable et de pratiques durables de façon très diverse. Dans le cadre de nouvelles cultures d'apprentissage dans la formation professionnelle, il existe de nombreuses approches où les jeunes assument une responsabilité croissante pour une symbiose réussie entre la nature, le monde social et l'économie, et de cette façon
façonnent leur monde du travail de façon proactive. La formation professionnelle veut dire dans ce contexte que les jeunes se penchent de façon active sur les enjeux sociaux et environnementaux du futur et soient préparés de façon appropriée. Il peut être utile de connaître des situations de travail aussi diverses que possible et de puiser de cette expérience de travail et de réfléchir sur de nouvelles solutions. La formation professionnelle contient par ce fait la mise au point d'expertise, de connaissances et pour rendre des organisations de travail durables, mais aussi l'empathie pour pouvoir se mettre à la place des autres personnes et pour pouvoir induire des changements de façon volontaire. La formation professionnelle peut contribuer de façon importante à la qualité du travail et au maintien de la compétitivité de la Suisse. Nous pouvons y parvenir aussi en tenant en compte les individualités, les intérêts particuliers. Durant ces dernières années, nous nous sommes penchés de façon intense sur les nouvelles cultures d'apprentissage dans les entreprises suisses. Nous nous sommes rendus dans de nombreuses entreprises de différentes branches, toujours en recherchant les éléments innovants dans la formation professionnelle. Et ce qui va de pair avec cela, nous étions aussi intéressés de voir comment la durabilité joue un rôle. Ce que nous avons pu constater à la base, c'est que les valeurs, les attitudes et les convictions par rapport au contenu d'apprentissage important et aux formes d'apprentissage sont en train de changer aussi avec le refaçonnement du monde du travail, avec des formes de travail hybrides. L'objectif de la formation professionnelle est d'éduquer des adultes qui soient compétents dans leurs actions, qui puissent faire face aux défis sociétaux et qui puissent réfléchir sur les objectifs durables. Ce qui est important dans ce contexte, ce sont les compétences transversales. Nous les avons nommées à l'instant, la créativité, la réflexion critique, la coopération et la communication. Et mis à part cela aussi les compétences durables, à savoir le comportement social, l'empathie, la réflexion sur soi, la conscience de soi et l'autorégulation. Quel est le rôle que peut jouer la formation professionnelle dans ce contexte? L'objectif de la formation professionnelle, c'est de laisser les apprenants façonner leur monde de travail de façon active. Ils sont des collègues hautement appréciés, ils peuvent utiliser et essayer de nouvelles pratiques, ils peuvent contribuer leurs idées au développement durable et ils peuvent informer sur les possibilités de faire des économies en matière d'énergie. S'exercer, c'est important, apprendre à exercer. Et cela permet aussi d'apprendre des erreurs. Ils sont ouverts pour les questions curieuses des apprenantes et apprenants. Ils vont les soutenir dans leurs réflexions. Ils vont également leur poser des défis. Ils vont apprendre ensemble avec les apprenants des pratiques durables et alternatives. Les principes qui nous guident dans cela, c'est que les apprenants assument la responsabilité pour leurs actions, réfléchissent sur les aspects de la durabilité, et analysent aussi leur comportement en vue de l'effet sur l'environnement. Quelques exemples que nous avons pu trouver dans les entreprises, ceux qui contribuent de façon active à promouvoir des états d'esprit durables. Chez Swisscom, par exemple, il y a la Swiss Climate Challenge, où des ambassadeurs et ambassadrices du climat se penchent sur les sujets de l'environnement et diffusent des informations pour leurs collègues. Dans certaines entreprises, les apprenants ont beaucoup de contacts avec des entreprises internationales, partenaires. Ils vont se réseauter à un niveau international à un stade très précoce. Ils vont apprendre à comprendre d'autres cultures, ils vont apprendre d'autres langues et vont développer leur empathie. Cela est appris aussi dans le contexte du travail d'équipe, le travail dans des équipes changeantes, dans des contextes différents. Cela peut également contribuer à promouvoir ces compétences sociales. Ensuite, il y a le Clickbox ou la Post-idée auprès de la Poste où les jeunes peuvent partager leurs idées concernant la façon de vivre durable. Et Lock-in a développé un module. Là, il s'agit de faire en sorte que les apprentis développent une conscience pour les besoins des clientes et clients.
Les transports publics en Suisse vont s'élargir de plus en plus. Cela aussi est un signe pour l'action durable. Et c'est là que jouent les besoins individuels un rôle très important. Le fait de pouvoir se mettre à la place des clientes et clients est primordial. Une dernière mesure, ce serait les semaines sociales, les Community Week. Là, les jeunes vont s'engager dans la pratique, par exemple dans l'agriculture ou dans le domaine de la santé. Et là, il s'agit non seulement d'être penché sur soi et de croire en soi, mais aussi d'apprendre à penser aux autres. Dans ce processus de l'apprentissage vers la durabilité, les apprentis ont besoin de soutien. Et ça, c'est un défi ces jours-ci, car les personnes qui les accompagnent ont des rôles importants à occuper. Ils sont personnes de confiance, exemples ou modèles, enseignants, enseignantes, éducateurs, éducatrices, mais également coach. Et pour terminer, nous pouvons dire que la conception active de nouveaux exemples dans la culture d'apprentissage, ça veut dire aussi de transmettre des valeurs durables et de changer les mentalités existantes de façon à ce que le monde du travail de demain puisse être conçu de manière plus écologique. La nouvelle focale dans la formation professionnelle sur la transmission de compétences transversales qui contiennent également l'empathie, la réflexion sur soi et l'autorégulation vient promouvoir le développement de mentalités durables. Et par ces paroles, nous touchons à la fin de notre exposé. Nous vous remercions de votre attention. Nous espérons que l'une ou l'autre réflexion va faire écho chez vous et va peut-être venir s'intégrer dans différentes mesures nouvelles pour façonner la formation professionnelle de façon active en Suisse. Nous nous réjouissons de passer cette journée avec vous et nous vous souhaitons une journée enrichissante. Merci. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank an Mesdames et messieurs, merci beaucoup à nos deux intervenantes, Antje Barabash et Marina Fiori. La durabilité sociale et des compétences en cette manière, nous allons en reparler. Comment est-ce que je peux faire pour être durablement durable? Donc, il ne suffit pas de savoir ce qui est durable, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Non. Comment je fais pour apprendre les compétences qui me permettent de savoir par moi-même ce qui est durable et ce qui ne l'est pas? J'en parlerai avec deux professionnels. La première vient d'Éducation 21, le Centre national de compétences de DK. Donc, les enseignants sont soutenus pour savoir comment ils ou elles peuvent faire pour se développer durablement. Nous parlons avec la directrice de cet institut. Elle était enseignante au gymnase à l'origine. Elle a un Master of Science en matière de formation professionnelle de la HEFP et j'aimerais lui souhaiter la bienvenue. Clara Sokol. de la formation à la HEFP. Elle est membre de la direction, elle est superviseur et coach. Bienvenue, Laura Perrin. Ah bon? Was? Man darf uns schon sehen. On a bien le droit de nous voir, n'est-ce pas? La durabilité. Apprendre la durabilité. Tout le monde ne comprend pas la même chose par là, non? Oui, est-ce que je pourrais commencer? Oui, c'est une chose qui m'a frappée aussi lors de l'entretien que nous avons mené ce matin. Dans ma compréhension, je pars de la notion de compétence qui comprend plusieurs composantes. C'est les connaissances spécialisées, très importantes dans le secteur de la formation professionnelle. Après, les capacités et l'attitude. Il faut avoir la bonne attitude. Et si on regroupe ça, on parvient à la compétence nécessaire pour un développement durable. Parlons un peu de l'application de la durabilité pour nous permettre de savoir ce qui est durable et ce qui ne l'est pas. Les deux personnes viennent de dire communicative,
collaboratif, il faut de l'empathie aussi, de l'autoréflexion, de l'auto-limitation, aussi autorégulation. Important qu'il faut avoir pour être capable damit man fähig ist, das eben einzuschätzen. Pour être capable de l'apprécier, donc pour ne pas se contenter d'apprendre par cœur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Social, il y a la question de l'interdisciplinarité, la pensée globale ou systémique, comme l'a évoqué Siegfried Alberton précédemment, la capacité d'innovation, la collaboration, parce qu'on doit pouvoir collaborer avec ses collègues, avec les partenaires, avec les clients et co-construire des contenus ensemble, co-construire des compétences. La pensée critique aussi, prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, et puis beaucoup de capacité d'apprentissage, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, d'autres métiers qui vont apparaître dans le futur. On ne peut pas aujourd'hui savoir de quelles compétences on aura besoin demain, et donc cette capacité de s'adapter, d'être flexible, et de savoir apprendre et développer des nouvelles compétences dans le futur. Meine Damen und Herren, Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Je prendrai tout de suite le micro et m'approcherai de vous. On dit souvent que ces compétences sociales, social skills, c'était une question d'attitude. Et lorsqu'on évolue dans le monde économique, on a toujours l'impression que ces compétences dites douces, on en a rigolé pendant assez longtemps. On ne les a pas prises au sérieux. Et tout à l'heure, on a dit qu'il fallait les apprendre au cours de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Est-ce que ça s'apprend réellement? J'avais un chef un jour qui a dit « Pourquoi vous ne faites pas d'évaluation sociale, social assessment, en embauchant des personnes? Pourquoi vous évaluez seulement leurs hard skills ?» Et le chef m'a dit « Eh bien, ils vont fréquenter un cours après. Est-ce que ça suffit ?» Je dirais que les compétences en matière de développement durable va au-delà des simples soft skills, social skills. Quant à la question de savoir si on peut apprendre des compétences sociales, social skills, la réponse est oui, mais il faut avoir l'environnement pour les apprendre. Si je veux apprendre à utiliser un marteau, eh bien, on me donne le marteau, on me le met dans la main et j'apprends à enfoncer un clou. Et si je veux apprendre les compétences sociales, eh bien, il faut le faire de la même manière, comme les deux personnes, les deux jeunes qui nous guident à travers cette journée. Il faut donner un environnement d'apprentissage approprié aux jeunes personnes, leur donner des consignes, les encadrer sur leur parcours et ne pas seulement leur dire, eh bien, allez-y, faites. Il faut aussi leur donner ce setting, cet environnement durable en tant qu'environnement d'apprentissage. Mais les compétences, en fait, elles se développent aussi dans l'expérience. Et donc, c'est par exemple à travers des projets interdisciplinaires, en étant en contact avec d'autres personnes, avec d'autres cartes du monde, que c'est possible d'apprendre ensemble et de développer des nouvelles compétences. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on peut transmettre les compétences comme ça. On peut mettre à disposition un certain nombre de ressources, on peut activer les personnes, les soutenir dans le développement de leurs ressources, la création du savoir, des compétences, des expériences. Et puis, c'est un processus qui est durant toute la vie. Donc, lifelong learning, c'est toute la vie, on va développer des nouvelles compétences de par l'expérience qu'on acquiert dans les différentes activités qu'on a. Darf ich da noch vielleicht einen Problempunkt ansprechen? Est-ce que je pourrais mettre le doigt sur un problème? Au début, j'ai présenté ma définition des compétences. Ici, je pars de cette définition-là. Eh bien, je pense que pour ce qui est de la transmission des compétences, compétences sociales ou compétences transversales aussi, il faut être prudent. Il faut rallier à notre cause les jeunes dès le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut veiller à ce qu'avec nos intentions, nous ne provoquions pas le contraire, justement. Si vous parlez de la promotion de la santé, si je dis à un jeune ne fume pas, eh bien un jeune aura encore plus de plaisir à fumer, à tendre la main vers une cigarette. Les jeunes ou les jeunes adultes, il faut les rencontrer sur un pied d'égalité et il faut
les aborder en prenant comme base leurs préoccupations, leurs problèmes, les questions qu'ils adressent à ce monde et apprendre avec eux. Et c'est ainsi que nous aurons le meilleur effet, que nous allons obtenir l'effet visé et non pas le contraire. Vous abordez là un point essentiel. Comment est-ce qu'on fait pour enseigner? Comment est-ce qu'on fait pour enseigner ça? Et là, je vois déjà la première main qui se lève. J'ai récemment mené un entretien avec une directrice qui ne se trouve pas ici aujourd'hui, c'était dans un autre contexte, et elle m'a dit, oui, les enseignants ne nous facilitent pas forcément la chose. Ils ne veulent pas endosser le rôle de coach, ils ne veulent pas appliquer ces nouvelles méthodes d'apprentissage ou d'enseignement. Est-ce que je peux vous demander de relever la main, les enseignants, enseignantes, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont toujours les enseignants qui doivent en payer les frais? La main, où est-ce qu'elle s'est levée déjà? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce que les enseignants sont des personnes difficiles et n'aiment pas embrasser de nouveaux concepts d'enseignement ou d'apprentissage? Les enseignants sont comme le reste des humains. Ah, c'était une réponse très diplomatique, là. Il y a des enseignants qui aiment apprendre ensemble avec les jeunes, qui aiment se pencher, se consacrer à leurs questions. Et il y a d'autres enseignants qui aiment bien enseigner, c'est-à-dire des personnes qui aiment bien être les détenteurs du savoir et le communiquer. Mais maintenant, il faut un changement de rôle. Les enseignants, enseignantes doivent devenir une sorte de coach. Voilà ce qu'on entend régulièrement. Qui pense que c'est difficile ou chouette? Au contraire, je pense que c'est une question de génération, d'attitude, de mentalité des générations. Il y a beaucoup d'enseignants qui appartiennent à une génération un peu plus âgée. Et à l'époque, c'était normal que l'enseignant était la personne qui communiquait le savoir. Et avec la nouvelle génération d'enseignants, on a peut-être la chance d'en arriver à un changement de mentalité. Eux voudront peut-être être des coachs. Je pars du principe, est-ce que vous appartenez à la nouvelle génération ou un peu entre les deux, entre jeunes et vieilles? Qu'est-ce qui est difficile à détenir un autre rôle du coup? Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de ne plus se trouver devant la classe en leur disant « moi, je sais tout, je suis monsieur ou madame, je sais tout ». Moi, si mes élèves me disent « Ah non, c'est pas comme ça qu'on écrit un mot », je peux leur dire « Ah oui, vous avez raison, vous pouvez le corriger, désolé ». Mais je pense que c'est lié au caractère de la personne. Je ne sais pas si tout le monde peut l'apprendre. C'est peut-être aussi lié à la manière personnelle qu'on a à transmettre du savoir. La grande différence de la formation des enseignants à la HEFP comparée à une autre école de pédagogie, c'est que ces personnes-là se trouvent dans la pratique. Ces enseignants-là ont une classe devant eux et se trouvent dans la pratique. Et ça a un tout autre effet d'apprentissage quant à la formation d'être enseignant. Il est difficile de devenir coach. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer par rapport à ça? Une autre personne encore? Les médias disent souvent qu'il y a un changement de rôle, qu'il faut prendre maintenant le rôle de coach. Mais moi, je me bats contre ce mot de changement. Ce n'est pas qu'un changement de rôle, il s'agit d'un élargissement des rôles. Le rôle d'enseignant continue d'être important. Il n'est plus seulement enseignant, il est aussi accompagnateur, encadrant. Donc je ne parlerai pas forcément d'un rôle modifié, mais d'un répertoire de rôles élargi maintenant. Et à mes yeux, ce n'est pas forcément évident, non, pour un enseignant. Oui, tout à fait. En tant qu'enseignant, de nos jours, il faut s'informer, il faut acquérir une connaissance sur les stratégies d'apprentissage, l'encadrement de processus
d'apprentissage, tous les enseignants n'ont pas cette connaissance. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour les acquérir? Eh bien, en enseignant, je dirais. Il faut réfléchir à quel niveau les enseignants ont besoin de stratégies et où ces stratégies manquent encore. Il faut que les enseignants acquièrent certaines connaissances sur tout cela. Donc, il faut acquérir de nouvelles connaissances, mais si on en vient à une situation où on ne sait pas tout en tant qu'enseignant, confronté aux jeunes qui n'a attendu que ça, comment est-ce qu'on fait en tant qu'enseignant, qu'enseignante pour continuer à être une personne de respect, pour ne pas se tirer une balle dans le pied? Je ne voudrais pas trop me focaliser sur les enseignants, enseignantes, sur le rôle d'enseignant. La formation professionnelle présente d'autres avantages, des avantages qui constituent un atout comparé à d'autres voies de formation. Mais bon, pour en revenir à votre question, en tant qu'enseignant, comment je fais pour communiquer des contenus sur la durabilité? C'est un défi parce que la durabilité, c'est un terme, un concept qui est redéfini sans cesse. Et il s'agit aussi d'en déduire des devises politiques de ce concept de durabilité, ce qui n'est pas toujours évident. Ça, c'est déjà une chose. Et pour ce qui est de cette notion normative de la durabilité, eh bien, il n'est pas toujours négocié sur le plan sociétal, négocié à 100%. Et ceci constitue un défi pour les enseignants. Ils ne savent pas jusqu'à où ils peuvent aller, qu'est-ce qui est considéré comme étant une connaissance ou des connaissances acquises, et où est-ce que le terrain est plutôt flou. Donc, tout le monde entre nous ne peut pas tout couvrir, mais pour ce que l'on ne sait pas, on peut coopérer avec une collègue ou un collègue. La recherche sur la formation professionnelle, quel est son rôle par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut la soutenir? Du point de vue de la formation, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences qu'on fait dans la pratique, en fait. Les formateurs en entreprise, nos formateurs ou enseignants à nous qui forment les responsables de la formation professionnelle, et on peut observer énormément de choses dans la pratique et de faire remonter les observations qu'on a dans la pratique dans la recherche pour que ça fasse aussi l'objet de réflexion. Donc la question du transfert dans les deux directions, de la recherche vers la formation, mais aussi de la pratique dans la formation vers la recherche. Nous, on travaille beaucoup avec la didactique par situation, et là, on a énormément d'opportunités d'observation de ce qui se passe dans la réalité professionnelle des apprentis, des enseignants, des responsables de la formation professionnelle qui peuvent alimenter justement la recherche et qui peuvent nous aider pour le futur, pour adapter un certain nombre de choses. Mais là, nous savons que le temps passe tellement vite. Tempus fugit. Il y a le changement climatique, la numérisation a chamboulé notre monde. Il faut un changement des cultures. Et nous l'avons bel et bien compris. Nous venons de l'entendre, mais nous ne le mettons pas encore entièrement en œuvre. Quel est le message que vous adresseriez au public et aux formateurs, formatrices, quand il s'agit de savoir comment faire pour gérer cette complexité et le temps qui presse en plus? Donc, comment faire pour en arriver à ces compétences durables dans un délai raisonnable et approprié? La complexité, on peut se l'approprier en étant consciente, la mémoriser et la rendre explicite aussi avec les apprenants. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, eh bien, c'est le chemin qui est l'objectif. Le chemin se façonne en l'emprenant. Et dans la pratique, si on a connaissance de quelque chose qui n'a pas marché, eh bien, on peut essayer par une autre manière. Et ça, c'est un chemin qu'il faudrait emprunter avec nos apprenants, qu'il s'agisse de l'école ou dans la formation professionnelle. Ça nous donne énormément de possibilités. Donc, pas appliquer des recettes toutes faites, mais apprendre sur le tas, essayer certaines choses. Laura Perret. De réaliser, d'avoir cette conscience que chacun de nous, ici et dans nos contextes professionnels, nos contextes privés, on a un rôle à jouer et on peut influencer. Et cette prise de conscience, elle est pour moi
pas encore arrivé partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'intelligence collective. C'est de mettre les différentes intelligences ensemble pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et d'avoir du sens dans ce qu'on fait et de savoir pourquoi c'est important de s'engager pour le développement durable, que ce n'est pas juste une déclaration d'intention, mais qu'il y a un vrai engagement derrière cette action. Merci beaucoup und ich schaue auf die Uhr, ich weiß, die Zeit ist abgelaufen. Je regarde la montre, je vois que le temps qui nous a été imparti est arrivé à terme, mais il y a un monsieur qui avait levé la main. J'espère que vous n'allez pas ouvrir tout un nouveau chapitre. Vous avez la parole. Je voulais juste remarquer que lorsque nous voulons, ou si nous voulons encore encourager les compétences socio-émotionnelles, il faut que les cours soient orientés par rapport à ça. Les cours devront s'adresser à l'être humain dans son ensemble et pas seulement à sa sphère cognitive. Je pense que c'est une étape très très importante sur le chemin que nous voulons parcourir. Et à votre avis, on ne le fait pas encore suffisamment, non? Oui, j'ai cette impression-là, oui. Sinon, on n'en parlerait pas ici. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez encore apporter une réponse ou tout le monde est d'accord sur ce qui a été dit? Un grand merci, Laura Perret et Clara Sokol. Du freust dich sicher auch schon auf. Tu as hâte de manger, toi aussi, non? Oui, définitivement. Mais tout d'abord, nous aimerions vous donner une petite perspective sur le programme de cet après-midi. Vous êtes inscrit au colloque et vous avez sélectionné 2 ateliers dans les transfert rooms. Les ateliers auront lieu ici dans cette salle et dans 4 autres salles. L'aperçu des exposés et des salles, vous le voyez ci-contre et il y aura aussi des affiches dans la zone où nous allons prendre le déjeuner. Et avec cette deuxième vidéo des finalistes, nous allons vous laisser partir manger. Bon appétit. Ja, die Edeka hat in ihrer Mobilitätsstrategie als Vision formuliert, dass jeder. La vision, c'est que chaque apprenant, chaque apprenante, au moins une fois pendant sa formation professionnelle, doit participer à un programme de mobilité. Nous en sommes à 5% dans la réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé le programme Swiss Mobility. Le programme Swiss Mobilité repose sur un réseau de 3 cantons, Lucerne, Tessin et le canton de Vaud. Les services de mobilité organisent des stages qui comprennent un stage linguistique dans une école linguistique, un stage dans une entreprise et un hébergement privé. Ce stage s'étend en règle générale sur entre 3 et 6 mois. Molto soddisfatte del mestiere, che è operativo direi da subito, giovani che portano in azienda la propria esperienza professionale ma anche il loro vissuto, esperienze che possono essere diverse da quelle locali, che sono quindi da stimolo per i collaboratori e per il team. Mit der Aufnahme von Swiss Mobility Praktikantinnen und Praktikanten erfolgen Wissenstransfer und interkultureller Diskurs. Dadurch können Brücken zwischen den verschiedenen Landesteilen gebaut werden. Zudem ergibt sich für die Gastbetriebe die Möglichkeit, während des Praktikums zukünftige Mitarbeitende zu beobachten und zu rekrutieren. Ich wollte neue Erfahrungen in meinem Leben und das war ein Projekt, das könnte mir die Möglichkeit. C'était un projet qui m'a donné l'occasion d'apprendre l'allemand et me fournir une petite impression des choses qui sont un peu différemment qu'au Tessin. Pour moi, les difficultés
c'était un peu ma famille d'accueil parce que c'était une culture différente. Ils ont vécu dans une petite ville. Il n'y avait pas de centre commercial et c'était la première fois que j'étais loin de ma famille. Au bout de 6 mois, la société en question m'a proposé un poste. Et j'étais très contente et j'ai dit oui. Et maintenant, je travaille ici. Ja, das ambitionierte Ziel zu erreichen, Afin d'atteindre cet objectif ambitieux, nous pensons que les services cantonaux de l'emploi ont un rôle important à jouer parce qu'ils ont un contact direct avec les apprenants par le biais des écoles professionnelles et sont aussi étroitement réseautés avec les entreprises. Ceci permet un grand potentiel pour organiser ces programmes de mobilité. Notre ambition, c'est de passer de 5% à l'heure actuelle à 20% et notre espoir serait de faire participer davantage de cantons encore à ce programme. Ja, heute Nachmittag. Cet après-midi, nous allons décerner ce prix. Un grand merci à Noura et à Yanis qui ont mérité un grand bravo. Et maintenant, je vous souhaite un bon appétit, une bonne pause et nous allons nous retrouver ici en plénière à 14h30. À tout à l'heure.